La loi de finances pour 2020 a prévu de supprimer entre 2021 et 2023 la taxe d'habitation sur les résidences principales, encore payée en 2020 par les contribuables les plus aisés, tout en transférant aux communes la taxe foncière départementale qui sera remplacée par une part de TVA nationale. En contrepartie du produit fiscal perdu, les collectivités concernées recevront des recettes compensatoires, provenant soit du budget de l'État, soit d'autres collectivités, soit des deux. Pour une collectivité donnée, le produit fiscal perdu, qui servira de référence, si vous voulez, à la neutralisation, sera obtenu en multipliant la base d'imposition 2020 de l'impôt concerné par le taux d'imposition d'une année de référence. Elle est fixée à 2017 pour la taxe d'habitation et à 2019 pour le foncier bâti. Des départements. Si l'on avait voulu respecter le principe et la promesse de neutralité absolue de la réforme, il va de soi que seul le taux de 2020 pouvait être utilisé comme référence. Mais il apparaît que le gouvernement a établi une règle dérogatoire au principe de neutralité dans le but de contrecarrer des supposés comportements d'aubaine qui auraient visé à maximiser les compensations futures pour perte de fiscalité. Il ne reste pas moins que cette mesure punitive prend la forme d'une entorse à la libre administration des collectivités locales. Concernant les communes exclusivement, elles perdent en 2021 leur taxe d'habitation sur les résidences principales et les compensations d'exonération des personnes de conditions modestes issues de la loi de finances pour 1992. Elles reçoivent en contrepartie le produit de la taxe sur le foncier bâti des départements. À des fins de neutralisation, le produit globalisé de foncier bâti communal est ajusté chaque année par l'intermédiaire d'un coefficient correcteur, calculé sur la base des données référentes de 2020, de telle sorte que les produits fiscaux soient en cette année de référence équivalents avant et après réforme. Le mode d'application annuel de ce coefficient correcteur revient algébriquement à créer un fonds de neutralisation individuelle, reçu ou payé, indexé sur les bases d'imposition de foncier bâti communal. Si on veut simplifier, nous dirons que la réforme fiscale se traduit en fait, pour une commune, par une perte de taxe d'habitation sur les résidences principales que remplacera la taxe foncière prélevée jusqu'ici par le département sur son territoire. L'écart entre les deux taxes est comblé par un ajustement versé ou reçu qui évoluera au rythme des bases de la taxe foncière de la commune. Les effets de la réforme vont être étudiés pour une commune donnée au travers d'un schéma d'équilibre substitutif et d'évolution. Nous partons de 2020 et nous faisons en sorte que les produits 2020 de cette commune sont conservés sans intervention de ce qu'on appelle un ticket modérateur, c'est-à-dire l'enlèvement du produit qu'amène l'augmentation, ou qu'a amené l'augmentation, ou qu'aurait amené plutôt l'augmentation du taux d'imposition entre 2017 et 2020. J'ai un produit de taxe d'habitation résidence principale de 1 480 000. J'ai dans cette commune un produit de foncier bâti communal, donc, de 1 500 000. Une taxe d'habitation secondaire de 370 000. Une compensation de foncier bâti pour personnes donc, économiquement faibles de 20 000 euros et une compensation de taxe d'habitation pour aussi des personnes économiquement faibles de 140 000 euros. Je vais rebaser maintenant ces éléments en faisant intervenir le ticket modérateur, c'est-à-dire en privant cette commune, en termes de référence tout à l'heure, du produit de taxe d'habitation qu'elle aurait obtenu avec l'application de son taux 2020 ou 2019, car il a été gelé en 2020, à ses bases d'imposition. Comme cette commune a précisément augmenté son taux d'imposition entre 2017 et 2020, eh bien mes éléments rebasés vont faire apparaître ce ticket modérateur. Là, rien ne change. Mais en taxe d'habitation, je ne vais pas obtenir les 1 480 000. Je ne vais obtenir que 1 480 000 moins 40 000 euros. Alors je reviens
à ces 40, c'est l'effet taux. L'effet taux, c'est le produit que j'obtiens en appliquant la variation de taux à la base d'imposition 2020. On m'en prive. Il me manque donc 40 000 € par rapport à ce que j'aurais dû avoir sans la loi de finances pour 2020. Ce qui veut dire que les éléments rebasés de 2020 donc, me permettent d'obtenir un produit fiscal de 3 470 000 et non de 3 510 000. Maintenant, je vais faire intervenir la réforme, pas en 2021, mais en 2020, pour simplement obtenir des éléments de référence qui me serviront ensuite dans l'application de la réforme. Puisque je vais mettre en œuvre la réforme, il me faut aller chercher des éléments départementaux de foncier bâti, puisque vous le savez, ce foncier bâti départemental va être attribué à la commune. Le produit de foncier bâti que le département prélève sur le territoire de ma commune ici est de 1 170 000. Et les compensations afférentes de foncier bâti sont de 10 000 €. Qu'est-ce qui change dans mon année de référence, mon application de la réforme en année de référence? Eh bien, c'est que disparaît la compensation de taxe d'habitation, qui disparaît avec la taxe d'habitation elle-même. Je n'ai plus donc que la compensation de foncier bâti comme référence dans ma commune en 2020. Je reçois du département la compensation de foncier bâti, 10 000 €. La taxe d'habitation secondaire n'est pas supprimée. J'ai un montant identique de 370 000 €. Le foncier bâti communal n'est évidemment pas supprimé. Au contraire, il est même abondé. Abondé, donc, du foncier bâti départemental, 1 170 000. Voilà la substitution opérée. J'ai perdu ma taxe d'habitation sur les résidences principales. J'ai perdu ma compensation de taxe d'habitation. J'ai obtenu en échange une petite compensation de foncier bâti départemental et le produit du foncier bâti départemental sur mon territoire. Tout ça, ça fait 3 070 000. Je n'ai donc pas l'équivalent de ce que j'avais avant. Mais la loi a prévu, de manière très claire, par l'intermédiaire de la commission correcteur que je n'utilise pas ici dans cette présentation simple, mais par le biais de ce qu'on appellera une compensation, un fonds de neutralisation, qu'on arrive en 2020 en référence au même montant que ce qu'on avait en rebasé en 2020. Donc, effectivement, le référent recomposé se présente de la manière suivante. Donc, j'ai un foncier bâti donc, fusionné et je vais obtenir un abondement de la part de l'État de 400 000 €, de telle sorte que j'obtienne en 2020, une fois l'abondement comptabilisé, un montant de produit fiscal de 3 470 000. Voilà ce qu'est la neutralisation, voilà ce que c'est, ce qu'on a appelé la compensation intégrale des effets de la réforme constitutive de la suppression remplacée de la taxe d'habitation sur les résidences principales. Alors, on va aller maintenant plus loin, on va aller regarder ce qui se passe dans le futur. Projetons-nous en 2030, sachant que le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, du coup, sera bloqué de 2020, ça a été le cas déjà, à 2022. Comment va évoluer ma compensation de foncier bâti, qui est de 30 000 € en ayant fusionné les 10 et les 20? Elle va évoluer selon ce qu'on appelle l'effet base. Les compensations connaissent l'effet base de foncier bâti. Donc, évolution jusqu'en 2030 selon l'effet base. Comment va évoluer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires? Selon un effet base et un effet taux, à partir de 2022 pour l'effet taux. À partir de 2023 plutôt, par rapport à 2022. Le produit de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires passe donc de 370 à 549 000 €. Le produit de foncier bâti dit spontané, c'est-à-dire avant les mécanismes de neutralisation, ressort à 3 671 000 à partir d'un effet base et d'un effet taux, que j'intègre ici par hypothèse. L'abondement ici ne va pas être gelé, comme c'était le cas dans le cas de la taxe professionnelle. Il va évoluer. Et il évolue ici, comme vous le voyez,
donc, à partir d'un effet base de foncier bâti. En d'autres termes, l'abondement de 400 000 euros, la neutralisation, la compensation, si vous voulez, que vous recevez de l'État, donc, va augmenter en fonction de l'évolution des bases de foncier bâti. Votre abondement augmente comme les bases de foncier bâti, ce qui vous permet d'obtenir un montant de 4 758 000, donc, avec un foncier bâti corrigé à abonder de 500 000 euros. Allons chercher maintenant le cas inverse, où la taxe perdue de taxe d'habitation est inférieure à ce que vous allez recevoir en produit de foncier bâti départemental. Et vous serez donc en situation d'être prélevé, que votre produit de foncier bâti soit corrigé par un prélèvement sur votre produit spontané de foncier bâti. Le foncier départemental, ici, 2 340 000. La compensation, toujours 10 000 euros. Vous connaissez le schéma. Je transfère mon foncier départemental après avoir perdu ma taxe d'habitation sur les résidences principales. Vous connaissez le schéma. Je recompose avec la fusion de mes deux fonciers bâtis, qui sont désormais communaux. Mais pour obtenir le même montant, 4 970 000, que j'avais dans ma référence en rebasé, il me faut prélever sur les 5 740 000 ici, 770 000 euros, me permettant d'obtenir la neutralisation pure et parfaite. C'est ainsi que mon foncier bâti spontané est corrigé, donc des 770 ici. Comment cela va évoluer dans le futur? C'est là que nous avons déjà observé, enregistré un certain nombre de plaintes. Le foncier bâti, ou plutôt l'effet base de foncier bâti, s'applique à la compensation de foncier bâti, comme tout à l'heure. On a le même résultat que tout à l'heure en taxe d'habitation secondaire, qui évolue selon l'effet base et l'effet taux. Le produit de foncier bâti augmente naturellement selon l'effet base et l'effet taux. Et le prélèvement va évoluer comment? Comme tout à l'heure. Une règle équivalente à celle qu'on a appliquée tout à l'heure. C'est que le produit donc, prélevé de 770 000 euros ici va évoluer comme les bases de foncier bâti. Ce qui veut dire que le prélèvement va donc augmenter selon les hypothèses d'augmentation des bases de notre exercice ici. Le prélèvement va donc fortement augmenter et se situer au niveau de 963 000 euros qu'on va donc enlever au produit de foncier bâti spontané ici, obtenu à partir de la multiplication des bases d'imposition par le taux d'imposition voté par la commune. C'est ainsi que nous obtenons le produit final ici de 6 967 000, qui est donc largement inférieur à ce qui pourrait apparaître dans un état fiscal de vote des taux non corrigés, et qui donc ferait apparaître le produit des bases d'imposition multipliées par le taux d'imposition voté. Intéressons-nous à un exemple chiffré des mécanismes de la réforme. Vous retrouvez ici la colonne des ressources rebasées, mais pas seulement pour la commune, mais aussi pour le département, qui, comme vous le savez, intervient dans les mécanismes de substitution. Ce qui nous intéresse directement, ce sont les ressources référentes par application de la réforme en 2020 de manière fictive. On voit disparaître ici la taxe d'habitation sur les résidences principales avec sa compensation, soit une perte de 1 580 000. Je conserve ma taxe sur les résidences secondaires. Donc, en foncier bâti ici, je vais aller chercher, premièrement, ce que j'avais auparavant dans ma commune, 3 millions, que je retrouve ici, mais aussi ce que va me transférer le département à hauteur de 2 340 000. La fusion des deux amène à ma commune un produit de foncier bâti en année de référence de 5 340 000, soit plus 2 340 000. Ce que le département transfère en totalité, ce n'est pas simplement les 2 340 000, mais aussi les 10 000 euros de compensation de foncier bâti, ce qui donne 2 350 000 qui se répartissent en plus de son 340 ici, et 10 ici pour la compensation de foncier bâti. Tout cela nous donne un gain pour la commune de 2 350 000. Et on sait qu'elle a perdu 1 580 000 de taxe d'habitation sur les résidences principales, au sens large, avec compensation. Et bien la différence, c'est les 770 000 qu'on lui enlèvera, puisqu'elle a reçu trop par rapport à ce qu'elle avait avant.
Et donc, j'ai 770 de prélèvements prévus pour cette commune. Alors, je n'ai pas d'exemption pour cette commune, je vous passe les détails. Donc, elle va effectivement connaître un prélèvement de 770 000 euros qu'on voit apparaître ici, en dessous de son produit de foncier bâti spontané obtenu par la multiplication des bases multipliées par les taux. On lui prélève donc 770 pour ne lui octroyer à cette commune, dans son budget, que 4 570 000 de produits de foncier bâti fusionnés. S'ajoute à ça la compensation de foncier bâti fusionné également, on obtient ce qu'on appelle le produit de foncier bâti large, avec la compensation, donc pour un montant total de 4 600 000. Comme prévu, les ressources référentes sont de 4 970 000, c'est-à-dire équivalentes à celles des ressources rebasées, ce qui s'explique par la correction opérée à ce niveau-là par un prélèvement. Regardons maintenant l'avenir, avec une hypothèse d'évolution de taux de 10% en taxe d'habitation et une hypothèse d'évolution de base de 35% sur 10 ans. Évolution du taux aussi par hypothèse du foncier bâti de 10%, avec une évolution de base d'imposition de 25% au total sur 10 ans. Ici, nous avons l'ajustement. L'ajustement ne connaît pas d'effet taux. Il ne connaît qu'un effet base. L'ajustement, c'est-à-dire le prélèvement dans notre cas de figure, donc va évoluer selon l'évolution des bases de foncier bâti de la commune. Ça nous donne ici un produit de taxe d'habitation secondaire de 549, un produit de foncier bâti de 343 corrigé des 963, donc issu de l'application de ma règle d'indexation de l'ajustement sur les bases de foncier bâti, soit plus 25%. Le produit de foncier bâti corrigé, donc, celui que percevra la commune en 2030, est de 6 380 000, auquel nous ajoutons la compensation de foncier bâti qui a elle-même augmenté comme les bases d'imposition de foncier bâti. Nous obtenons un produit de foncier bâti élargi de 6 418 000 et un total de produits fiscaux 2030 de 6 967 000. Je vous passe le passage par le coefficient correcteur que précisément ne fait plus partie de ma démonstration par rapport à les modes de mécanismes, plutôt les mécanismes simples d'explication de la réforme de la taxe d'habitation. Prenons l'exemple inverse, cas numéro 2, dans une commune qui connaît, elle, un abondement, et non pas un prélèvement comme tout à l'heure, de son produit de foncier bâti spontané. Cette commune-là enregistre un gain de 1 180 000 de foncier bâti transféré, mais elle a perdu 1 580 000 de taxe d'habitation sur les résidences principales. La différence est 400, qu'elle va obtenir comme complément, comme abondement de son produit de foncier bâti spontané. Et vous voyez, on voit apparaître ici les 400, s'ajoutant aux 2 670 000 de produits de foncier bâti spontané pour donner 3 070 000. Pareil ici, pour le total, équivalence des deux totaux. Neutralisation pure et parfaite, encore une fois. Dans le futur, ça va donner quoi? Dans le futur, ça va donner donc, une augmentation ici de l'ajustement de 25%, qui passe de 400 ici à 500. Voyez, cet ajustement s'ajoutant au produit de foncier spontané, base multipliée par taux, donc, va arriver à 4 171 000. Voici donc un deuxième cas qui est celui d'un abondement qui fonctionne exactement de la même manière que le cas précédent en prélèvement. Les équations de calcul sont finalement donc, exactement les mêmes pour l'un des cas et l'autre cas de figure. Nous allons maintenant simuler les effets communaux de la réforme à l'horizon 2030 en comparant les agrégats fiscaux qu'aurait donné un statu quo sans réforme donc à l'horizon 2030 à ces agrégats recomposés à l'horizon 2030 toujours, mais en appliquant cette fois-ci la réforme prévue par la loi de finances pour 2020. Prenons une commune X qui s'inspire d'une ville existante qui n'est autre que celle du Havre et constatons les évolutions passées en termes physiques et annuels des bases d'imposition.
En taxe d'habitation sur les résidences principales, l'évolution fut de 0,2% par an. En taxe sur le foncier bâti, l'évolution fut de 1,3% par an. Au total, sur 10 ans, si je reproduis les évolutions passées, mon hypothèse se basera sur une variation de 12,5% au total pour la taxe d'habitation et en foncier bâti, 25,4%. Cette commune en statu quo, qui dégageait un produit fiscal en 2020 de 119 034 en dégagera en 2030 143 165 à partir des hypothèses d'évolution ici reproduites, ce qui signifie au total une augmentation fiscale de 24 131 000. Je vais aller chercher en 2020 des éléments départementaux pour appliquer la réforme à l'année de référence, ce qui me donne des éléments consolidés de foncier bâti en base, en taux et en produit. Ça va me servir à composer donc, la simulation de référence en réformé. Je vais maintenant appliquer la réforme dans une simulation 1, scénario A, sans augmentation des taux d'imposition et sans équilibre d'ailleurs à l'arrivée par les taux d'imposition. En année de référence, vous avez un montant similaire à celui que vous aviez en rebasé. Vous retrouvez ici la compensation foncier bâti du département et de la commune en fusionné, qui apparaît ici en fusionné en 2020. Vous avez les bases d'imposition de foncier bâti donc fusionnées qui apparaissent ici. Ensuite, le taux d'imposition fusionné qui réapparaît ici. Enfin, vous avez le calcul du prélèvement dans cette commune-là, qui est égal à quoi la différence entre la TH perdue ici, 44 346, et le foncier bâti large reçu, 62 033, ce qui donne 17 657, qui va être le prélèvement sur les 134 431 de produits de foncier bâti spontané, afin de donner le produit de foncier bâti effectivement reçu en référence en 2020 par cette commune, c'est-à-dire 116 773. Si j'applique mes évolutions de mon hypothèse, j'obtiens au total 148 912 de produit fiscal total en 2030, ce qui signifie une évolution de 29 878, que je compare à ce que j'obtenais en statu quo, avec des hypothèses similaires. Et ça fait apparaître un gain issu de la réforme de 5 746 en 2030. Cette commune est donc favorisée par la réforme. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle enregistre une augmentation dans le passé, et que j'ai reproduite, donc des bases de foncier bâti très largement supérieure à celle de la taxe d'habitation. Ce qui explique cet effet favorable pour cette commune de 5 746 n'est pas négligeable, car ça représente 4% des recettes qu'elle aurait eues sans la réforme. Cette commune, donc, qui est favorisée par la réforme, pourrait décider d'annuler l'effet positif de la réforme. Dans ce cas, elle peut agir sur sa pression fiscale sur les taux donc, de foncier bâti et de taxe d'habitation sur les résidences secondaires à partir de 2023. Elle a donc la possibilité, pour annuler ces effets positifs de la réforme, de diminuer de 3,4% de manière ici uniforme ces taux d'imposition ménage, ce qui n'est pas non plus, vous voyez, négligeable. Voilà l'effet de cette réforme pour cette commune. Voici pour votre agrément par arrêt sur image les tableaux mis au complet. Et je vais finir par une comparaison que je veux faire entre un système tel que prévoit la loi d'indexation du prélèvement et un système demandé par certains qui n'indexerait pas ce prélèvement. Dans le cas qui nous intéresse, celui de la loi, vous avez constaté une augmentation du produit fiscal, ou plutôt un effet favorable de 5 746 pour cette commune. C'est lié à un ajustement, ou un prélèvement dans ce cas de figure, de 22 146 en 2030, alors qu'il était, si vous avez bonne mémoire, de 17 657, comme calculé au départ en 2020. Si vous choisissez, par un amendement en loi de finances pour 2021, grâce plutôt à un amendement donc, en loi de finances pour 2021, que ce prélèvement ne bougera pas, qu'il restera à 17 657, eh bien,
le gain pour cette commune serait beaucoup plus important. Il atteindrait 10 235 000, soit 7,1% des ressources en statu quo. On voit que là, le mécanisme prévu par la loi, au travers d'ailleurs du coefficient correcteur, permet en fait d'isoler les effets et de conserver parmi les deux effets que produit la loi uniquement celle qui ressort du différentiel d'évolution de la TH et du foncier bâti. Ce qui a été annulé, c'est ce que nous appellerons l'effet de levier. L'effet de levier donc, a été annulé en faisant progresser le prélèvement comme les bases de foncier bâti. Si on ne le fait pas, on laisse se jouer pour cette commune au profit de cette commune, en plus de l'effet différentiel de base qui lui est favorable, un effet de levier lié au fait qu'elle a un prélèvement, ou une compensation négative si vous voulez, qui est figé, au lieu d'augmenter pour éviter l'effet de levier indésirable, comme les bases de foncier bâti. Il est temps que je vous parle de cet effet de levier ou de massue. Analyse théorique des effets de levier et de massue en prenant l'exemple de la taxe professionnelle, qui a généré de forts effets de levier et de massue qui n'ont pas été corrigés. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Prenons un exemple d'une commune qui avait comme ressources, qui vont être réformées, 100 millions d'euros. Et faisons une hypothèse propre à notre démonstration pédagogique, pas démagogique, pédagogique, une hypothèse d'augmentation de 10% par an de ces ressources liées donc, à l'effet base. Ça nous amènera au total à une augmentation de 61 millions d'euros, soit 61% d'augmentation. Faisons agir une réforme avec des ressources réformées qui atteignent 150 millions d'euros. La différence, c'est 50, qu'on va vous enlever sous forme d'un prélèvement qui est de 50. Pour aboutir au même résultat, on a des références N de 100 millions d'euros. Ces 150 évoluent, comme tout à l'heure, de 10% par an. Ça nous donne à l'arrivée un supplément de 92 millions d'euros, là où, tout à l'heure, j'en avais 61 millions d'euros. Vous allez me dire, on va corriger ça par l'ajustement, c'est-à-dire le prélèvement dans ces cas de figure. Le DCRTP, non pas ici, puisqu'on va reverser dans le FNJ. Or, comme c'est figé, donc, il ne se passe rien au niveau donc, de l'évolution de cet agrégat. Et à l'arrivée, on va obtenir un passage de 100 à 192, soit une augmentation de 92 millions d'euros, largement supérieure à ce qu'on aurait obtenu sans la réforme. Et la différence entre 92 et 61, c'est ce qu'on appelle un effet de levier. Un effet de levier, c'est un effet sans cause. C'est un effet mécanique, mathématique de la réforme, qui ici n'a pas été annulé. Donc ça a favorisé donc, les collectivités, contrairement à ce que les gens croient. Ça a favorisé les collectivités qui se trouvaient en situation de reverser un fonds commun qui irait dans les caisses de ceux qui étaient dans le cas inverse, qu'on va étudier tout de suite d'ailleurs, et ça les a largement favorisés du fait que, justement, comme je l'ai montré, donc, le prélèvement qui leur est infligé, entre guillemets, est stabilisé. Prenons justement le cas inverse, une commune qui se retrouve avec des ressources réformées inférieures à celles dont elle disposait avant. On va donc neutraliser, c'est parfait pour la première année, en lui reversant, par le biais du DCRTP ou d'un FNJ, 50 millions d'euros, pour obtenir toujours le même résultat de 100 millions d'euros, qui est la base de départ, avant application de la réforme. Mais, en augmentant de 10% une donnée beaucoup plus faible, je n'obtiens à l'arrivée qu'une augmentation de 31 millions d'euros, là où en statu quo, j'aurais obtenu 61 millions d'euros. Toujours pareil, ici, ma DCRTP plutôt, ou des FNJ, donc, est stabilisée. Donc il n'y a rien à attendre en termes de croissance de cet agrégat-là. Et à l'arrivée, bon, 100 millions ici, il devient 131 millions, soit une augmentation de 31 millions d'euros, qu'il faut donc comparer à mes 61, et c'est ce que je vais appeler un effet de massue. Alors ce qui est plus intéressant encore, c'est de comparer les deux situations de communes qui partent exactement du même montant de produit fiscal au départ. Et bien à l'arrivée,
on va comparer un effet de levier de 31 à un effet de massue ici de 31, soit une différence de moins 61, moins 62, c'est avec les arrondis que j'ai moins 61, ce qui est quand même considérable. C'est cet effet de levier massue qui s'est distingué, sans forcément apparaître aux yeux de tous, c'est vrai, dans l'application de la réforme de la taxe professionnelle. Illustrons ces mécanismes par un schéma animé entre 2010 et 2015. Vous avez au départ 100 millions d'euros, donc, qui les resteraient, toutes choses égales par ailleurs, jusqu'en 2015. En statu quo, vous enregistreriez une augmentation de vos ressources qui vous donnerait les ressources en statu quo à l'arrivée à peu près au-dessus de 150. Réformons. Remplaçons les 100 par 150, que vous allez corriger par une DGN qui ne bougera plus d'ailleurs, de moins 50. Faisons maintenant intervenir les évolutions. Vos évolutions vont s'effectuer à partir de 150 ici, pour arriver quasiment à 250. Mais vous enlevez la DGN, mais toujours selon le même montant. Vous obtenez à l'arrivée les ressources réformées après DGN. Et ce sont ces ressources réformées après DGN que vous allez comparer par empilement des courbes à ce que vous auriez eu en statu quo. Et la différence étant assurée ici, c'est un surplus. C'est un surplus qui représente l'effet de levier, qui est donc favorable, sans cause, à cette collectivité locale. Si je fais état du cas contraire, je reprends mes ressources en statu quo en vert, et comme vous le savez, donc, je me retrouve au départ en année de référence avec une ressource de 50, là où elle était de 100. On va donc m'abonder mon produit fiscal de 50 pour que je revienne à 100 en année de départ. Toutes choses égales par ailleurs, ça reste à ce niveau-là, mais je vais enregistrer une augmentation à partir de 50. Cette augmentation me permet d'arriver ici à des ressources réformées, y compris la DGN qui s'ajoute systématiquement, mais toujours au même montant. Si j'empile maintenant mes deux schémas, je reviens donc à mon schéma initial en vert, je superpose et je vois apparaître, donc, par rapport à des ressources réformées qui atteignent ce niveau ici, que j'ai un manque à gagner qui correspond tout simplement à ce que j'appelle l'effet de massue. Comment aurait-on pu éviter ces effets de massue et de levier? Tout simplement en indexant la compensation, prélèvement ou abondement. Comment? Comme les produits de la ressource fiscale, localisée dans la collectivité. C'est ce que je fais ici, et ce qui me permet à l'arrivée d'avoir une stricte équivalence entre les produits réformés et les produits en statu quo, dans les deux cas de figure. Passons à une étude de cas d'un effet de levier à partir de tableaux chiffrés. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais passer assez vite sur un certain nombre de choses, mais vous pourrez profiter d'un arrêt sur image pour pouvoir approfondir le sujet et retrouver, reconstituer tous les résultats que je vous présente tout de suite. Alors, je vais faire deux choses un peu troublantes au départ, puisque je vais d'abord réformer, mais sans indexer le prélèvement ou l'abondement. Et puis, je vais commencer par une hypothèse correspondant pas à la réalité du cas présent, puisque je vais faire en sorte que les bases de foncier bâti et de taxe d'habitation évoluent de la même manière, de telle sorte que je puisse neutraliser, dans un premier temps, donc l'effet différentiel de base. Réforme TH sans indexation, pour commencer, avec similitude d'évolution des bases de taxes d'habitation et de foncier bâti, 1,3% pour les deux. Je constate une augmentation donc, de produit fiscal en statu quo de 29 860
2018. Je suis donc en statu quo. Je vais réformer et j'aurai le produit de foncier bâti consolidé, ce qui me permet de passer en réforme, attention, en réforme sans indexation. Je constate ce que j'ai pu constater avant dans ce même cas de figure, que j'aboutis à un prélèvement de 17 657 000. À partir de là, j'obtiens les 119 034 de produits en 2020, année de référence. Je n'indexe pas, comme je vous l'ai dit, contrairement à ce que prévoit la loi, attention, je n'indexe pas. Je conserve donc mon 17 657 000 de prélèvement. À l'arrivée, j'ai une augmentation de produits de 34 366 000, ce qui m'amène à un résultat positif de la réforme, sans indexation, que je retrouve ici, et qui en fait se comprend par l'effet de levier pour cette commune. Quel est l'effet différentiel de base de foncier bâti TH? C'est 0, automatiquement, puisque j'ai la même évolution de base d'imposition. Bon, mon total est bien de 4 488 000. Ça, c'est un résultat sans indexation si je n'ai pas, en plus de cet effet de levier, un effet de différentiel de base. Alors maintenant, je vais réformer avec indexation. C'est-à-dire, j'applique la loi, mais je continue à changer les éléments réels de ma collectivité pour justement toujours avoir une neutralisation de cet effet différentiel de base. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Allez directement voir l'effet de différence de produits, plutôt d'augmentation de produits entre le statu quo et le réformé. Vous arrivez à 0. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que vous avez indexé de 25,4% votre prélèvement ici. Il était de 17 657 ici sans indexation. Il est, comme le veut la loi, de 22 146. Ce faisant, vous avez une différence de 4 488 qui n'est rien d'autre, puisque je l'enlève, que la neutralisation de l'effet de levier. Donc, à partir du moment où j'ai neutralisé cet effet de levier, donc, il me reste ici un résultat à 0. Pourquoi? Parce que mon effet de levier est donc égal à 0. Mon effet différentiel de base est égal à 0. Et bien, l'effet de la réforme, dans ce cas de figure-là, il est égal à 0. C'est bien ce que je dis depuis le début. Donc, si vous n'avez pas d'évolution différenciée de vos bases de TH et de foncier bâti, la réforme de la taxe d'habitation à taux d'imposition constant n'aura strictement aucun impact sur votre budget communal à terme. Alors, on va quand même aller mettre cette commune ici étudiée dans la réalité de ces évolutions passées que je vais reconduire, comme je l'ai fait tout à l'heure. Nous retrouvons donc les vrais chiffres de cette commune, c'est-à-dire une différence importante d'évolution entre les bases de foncier bâti, et donc le produit à taux constant, et de foncier bâti et de taxes d'habitation, toujours à taux constant. Je refais ces schémas. Dans cette situation-là, avant indexation, j'ai toujours pas d'indexation. J'ai une augmentation de 10 235 000 donc, par rapport à ce que j'aurais pu obtenir comme croissance en statu quo. Ici, il s'agit bien de la différence de croissance entre 2020 et 2030, donc par rapport à ce que j'aurais en statu quo. Alors, la décomposition, c'est quoi? L'effet de levier massu, on le connaît, c'est 4 488 000. Dans tous les cas de figure, je l'aurai si je n'indexe pas. S'ajoute à ça un effet différentiel de base de 5 746 000, ce qui explique les 10 235 000, qui est une évolution, une différence, un gain lié à la réforme qui est important. Alors, j'applique la loi, et la loi m'amène à une évolution différentielle, c'est-à-dire un gain qui est réduit à 5 746 000. Pourquoi? Parce que j'ai annulé l'effet de levier, ici. Je n'ai plus d'effet de levier, je n'enregistre plus que cet effet indestructible, inhérent à la vie économique future de cette collectivité, c'est-à-dire l'effet différentiel de base de taxe d'habitation et de foncier bâti. Voici donc mis en évidence cette question de l'effet de levier et aussi la démonstration de la manière dont a procédé la loi pour annuler, à taux d'imposition constant, parfaitement cet effet de levier ou cet effet de massue qu'on pourrait à l'inverse trouver dans d'autres collectivités qu'on ne va pas étudier ici, faute de temps.